Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire à l'heure de Pékin. Aujourd'hui, nous allons parler santé, l'industrie de la santé de l'autre côté de la Chine et voir, si possible, les passerelles qu'il peut y avoir entre la République populaire de Chine et le Bénin. Nous allons parler donc santé, vieillissement, industrie et nous allons nous mettre pour ce faire en relation avec notre consoeur de CGTN français, Chang Chong-Hui. Chang Chong-Hui, bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va depuis Beijing. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire un point sur le développement de, du système sanitaire en Chine depuis 10 ans. Ça sera peut-être aussi quelque chose intéressant pour notre public béninois de voir la coopération entre la Chine et le Bénin et aussi d'apprendre plus sur le développement sanitaire en Chine. Voilà. Alors, concrètement, sur ces 10 dernières années, quels ont été les gains nets et significatifs du développement de ce secteur en Chine? Alors, si on regarde simplement un chiffre tout simple, hein, qui est l'âge de l'espérance de vie en Chine, en effet, en 10 ans, une espèce de 10 ans, nous avons passé de 74 ans à 78 ans. Donc, en fait, c'est 4 ans de plus de gain pendant 10 ans. En fait, c'est une manière aussi d'une certaine manière, qui présente le développement du système sanitaire en Chine. Mais après, aujourd'hui, quand on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont âgées, aujourd'hui, en fait, pour vous dire un chiffre, aujourd'hui, le pourcentage des personnes, des Chinois qui ont plus de 60 ans, ça représente à peu près 18% en Chine. Donc 18%, c'est un chiffre qui est aussi en train de monter au fil des ans avec les politiques qui ont été prises en Chine à l'époque sur la population. La Chine est aujourd'hui réellement une société qui est en train de vieillir et qui est fortement impactée par le vieillissement. Voilà. C'est assez intéressant ce que vous dites. On peut parler quand même d'un paradoxe avec... parce que si on considère l'évolution économique de la Chine, le développement fulgurant sur ces 20-30 dernières années, la fin de cette politique de l'enfant unique, comment expliquer ce vieillissement précoce de la population et la réticence des jeunes à faire des enfants? Oui, alors d'abord, on peut constater qu'il y a, par exemple, en Chine, surtout dans une vingtaine de villes qui sont quand même très forts en développement économique en Chine, nous avons vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont des personnes âgées. En effet, le pourcentage des personnes de plus de 60 ans, eh bien aujourd'hui, représente à peu près 23%. Ça veut dire qu'en fait, 1 sur 5, si vous comptez le nombre de la population, 1 sur 5, ils sont plus âgés. Ils sont donc des personnes âgées. Donc là, effectivement, la société doit y accorder plus d'attention dans la prise en charge de ces personnes âgées. C'est la première des choses. Et puis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réticence? D'abord, il y a de plus en plus de personnes qui ont dépassé le seuil de 60 ans. Donc, en fait, ils sont considérés comme des personnes âgées. Et en même temps, vous avez des jeunes qui, soit qui ont beaucoup de pression, qui ont beaucoup de stress pour gagner de l'argent. Donc pour eux, selon eux, élever un enfant, ça coûte bien trop cher. Quand les enfants, quand ils sont dans l'école maternelle, quand ils sont dans l'école primaire, voilà, donc surtout dans les grandes villes, les jeunes ne sont pas prêts à avoir les enfants tout de suite. Et puis surtout en Chine aussi, nous avons constaté, il y a aussi une tendance de mieux éduquer. Et après, je veux dire que c'est aussi un facteur qui a contribué largement aussi au développement de la Chine, au développement économique de la Chine, c'est qu'il y a de plus en plus de Chinois qui choisissent d'aller poursuivre leurs études à l'université et après de continuer de faire un master. Donc là, pour la plupart des Chinois, quand ils auront fini les études à l'université en licence, ils auront à peu près 22 ans, 23 ans pour entrer sur le marché de travail. Et puis, pour l'autre partie, pour ceux qui souhaitent encore prolonger leurs études, une fois qu'ils sont sur le marché de travail, ils auront déjà 26 ans, 27 ans. Et après, ils vont chercher un copain, le mariage, tout ça, ça prendrait du temps. Donc ça veut dire que surtout les Chinois dans les grandes villes, ils vont peut-être se marier aux alentours de 30 ans ou 35 ans. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas comme ça, il y a de plus en plus de phénomènes comme ça, que ce soit pour les garçons ou les filles. C'est que les gens aujourd'hui, surtout dans les villes, qui sont au bord de la mer, les villes là où se trouve un meilleur développement économique, eh bien, en effet, nous avons donc de plus en plus de jeunes qui mettent du temps, qui mettent plus de temps
à trouver un compagnon, puis à se marier. Donc voilà, ça c'est le premier effet. Et puis le deuxième, c'est que aujourd'hui la vie coûte bien plus cher. Bon, il y a aussi des politiques qui incitent les Chinois, qui encouragent les Chinois à avoir plus d'enfants. Avant, c'était l'enfant unique. Ben, maintenant, c'est 2 enfants, c'est encouragé, voire 3, c'est encouragé. Mais il faut toujours, du côté de l'économie, il faut toujours qu'il y ait encore plus un coup de pouce, je peux dire. Nous avons peut-être besoin de plus de coups de pouce incitateurs politiques et économiques pour encourager les jeunes à avoir des enfants. Alors, ah d'accord. Donc, si je comprends bien, la réticence est autant économique que consubstantielle au développement de la Chine. Bon, alors, en termes de passerelle entre cette expérience chinoise et des pays comme le nôtre en termes de coopération dans le domaine de la santé, on sait que pendant la période du Covid, le Bénin a pu bénéficier d'une réelle assistance de la Chine. Comment évaluez-vous la coopération de ce côté-là? Alors la coopération entre le Bénin et la Chine, ça ne date pas depuis hier, ça Oui, date c'est une très vieille longtemps. relation. Oui, c'est une vieille relation. Relation de 40 ans entre la Chine et le Bénin. Et en effet, aujourd'hui, la coopération ne se limite pas uniquement en présentiel, aussi en ligne. Par exemple, à Ningxia, dans l'ouest de la Chine, il y a un laboratoire qui est dédié pour des consultations en ligne pour le public béninois, pour des patients béninois, pour qu'on puisse les mettre en lien avec des médecins chinois. Voilà, il y a aussi ce genre de nouveaux essais qui sont en train de se dérouler, qui sont en train d'être mis en place. Et après, surtout durant cette période de Covid-19, la Chine a donc envoyé beaucoup de masques et Des vaccins. pour les vaccins pour les Béninois. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment eu un impact ou le nombre de Béninois qui ont reçu le vaccin chinois. Du côté de la Chine, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai mentionné le développement de la coopération entre la Chine et le Bénin au niveau de la médecine. En Chine, par exemple, il y a aussi la médecine chinoise qui est très à la mode en ce moment et qui a eu beaucoup de soutien public aujourd'hui. Donc, la médecine chinoise, ça pourrait aussi être un côté intéressant. Et surtout après la Covid-19, après l'apparition de la Covid-19, l'épidémie, quand ça a commencé à sévir en Chine, au début, par exemple, une concoction avec des plantes et des herbes chinoises était devenue à la mode en Chine. Donc, basée sur la médecine chinoise. Donc, la médecine chinoise, c'est aussi une pratique, en effet, en regardant votre apparence, Ouais. en prenant votre pouls et en vous auscultant. Et après, les médecins vont vous dire ce qui vous est arrivé et ce qu'il faut faire dans la vie pour prévenir des maladies. Dans la plupart du temps, la médecine chinoise est très fortement utilisée dans la culture chinoise et en même temps, la médecine chinoise est aussi une bonne philosophie pour se prévenir des maladies avant que ça apparaisse. Voilà. Justement, en restant sur le cas de la COVID-19, est-ce que la Chine en a réellement fini avec cette pandémie ou il subsiste quelques cas ici et là? C'est toujours la politique dynamique zéro Covid, ça n'a pas été changé depuis 3 ans déjà. Donc la politique zéro Covid, ça consiste justement à dire à partir du moment où vous avez un endroit qui est touché par l'épidémie de Covid-19, dans ce cas-là, il faut d'abord faire des contrôles et des restrictions ciblées de cet endroit-là. Aujourd'hui, la Chine, par exemple, là, depuis une semaine, d'ici et là, à peu près dans une vingtaine de villes, nous avons reporté à nouveau. Il y a quelques cas qui ont été signalés dans différentes villes chinoises. Et donc, à partir du moment où vous avez un cas
dans un endroit, et bien tout de suite c'est l'isolement par exemple de ce quartier ou l'isolement de cet immeuble. Voilà. Donc ça consiste à ça en fait la politique zéro Covid. C'est-à-dire que le but c'est zéro Covid à partir du moment où il y a un cas ou de divers cas qui sont apparus dans différentes villes. Dans ce cas-là, c'est toujours mise en quarantaine. Et puis pour ceux qui sont par exemple les cas en contact, c'est aussi la quarantaine pendant à peu près 7 jours. Par exemple, de mon côté, en parlant de ma propre expérience, j'ai été demandé à me mettre en quarantaine chez moi pendant 2 semaines parce qu'il y a eu un cas de Covid-19 à côté de mon immeuble. Voilà, donc c'est la politique principale qui est encore aujourd'hui appliquée à toute la Chine. L'idée, c'est d'éteindre et de minimiser au maximum l'impact de la Covid-19 en Chine, aussi surtout pour les sous-variants, par exemple les variants de Omicron qui sont très contagieux en Chine. Et le but, c'est effectivement de protéger la santé des personnes âgées. Tout à l'heure, nous avons parlé surtout de la prise en charge des personnes âgées, aussi le vieillissement de la société chinoise. À partir du moment où vous avez plus de personnes âgées en Chine, d'abord c'est une grande charge, c'est aussi un grand défi pour le système sanitaire et le système médical en Chine de prendre en charge de ces personnes-là et puis de leur une meilleure qualité de vie. Et après, la deuxième chose la plus importante, c'est que de minimiser au maximum l'impact de la Covid-19 sur les personnes âgées en Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Chine, quand on regarde le développement économique et la santé du peuple, en effet, il y a toujours ce deux côtés. C'est toujours un couteau à double tranchant à partir du moment où il faut toujours trouver en effet ce point d'équilibre entre le développement de l'économie et la démographie. et la démographie, la sécurité des personnes âgées quand on est devant l'épidémie de Covid-19. Donc pour le moment, ça fait déjà 2 ans que la Chine suit strictement cette politique de zéro Covid et de suivre strictement cette politique de la quarantaine. Donc, par exemple, s'il y a un cas à Shanghai et que la personne souhaite, par exemple, de se déplacer à Beijing, eh bien, il faut donc, par exemple, les QR codes, comme je vous ai parlé avant une fois. À chaque endroit, vous avez les QR codes qui vont enregistrer d'abord est-ce que vous avez été vacciné, est-ce que vous avez reçu le test Covid-19 sous les 3 jours. Et après, c'est uniquement avec ce genre de QR code que vous pouvez entrer dans les espaces publics, par exemple dans les bâtiments, dans les jardins publics. Donc, aujourd'hui, quand vous circulez en Chine partout, on vous demanderait d'avoir ce QR code partout en Chine. Donc, c'est quelque chose de très contrôlé et en même temps qui a été, avec les outils de mégadonnées, avec les outils numériques, pour d'abord, en scannant ce QR code, eh bien, les gens, les autorités et les personnes, les responsables des endroits publics et privés auront, par exemple, l'information de votre trajet. Et donc, c'est quelque chose de très efficace aussi dans la gestion de la Covid-19 en Chine pour prévenir la propagation de la Covid-19 et finalement pour assurer une bonne santé, pour protéger les personnes âgées de plus de 60 ans, protéger leur santé psychologique. Voilà, des outils pour la traçabilité de ce virus. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire à l'heure de Pékin. Aujourd'hui, nous allons parler santé, l'industrie de la santé de l'autre côté de la Chine et voir, si possible, les passerelles qu'il peut y avoir entre la République populaire de Chine et le Bénin. Nous allons parler donc santé, vieillissement, industrie et nous allons nous mettre pour ce faire en relation avec notre consoeur.
de CGTN français, Chang Changhui. Chang Changhui, bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va depuis Beijing. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire un point sur le développement du système sanitaire en Chine depuis 10 ans. Ça sera peut-être aussi quelque chose intéressant pour notre public béninois de voir la coopération entre la Chine et le Bénin et aussi d'apprendre plus sur le développement sanitaire en Chine. Voilà. Alors, concrètement, sur ces 10 dernières années, quels ont été les gains nets et significatifs du développement de ce secteur en Chine? Alors, si on regarde simplement un chiffre tout simple, là, qui est l'âge de l'espérance de vie en Chine, en effet, en 10 ans, une espèce de 10 ans, nous avons passé de 74 ans à 78 ans. Donc, en fait, c'est 4 ans de plus de gain pendant 10 ans. En fait, c'est une manière aussi d'une certaine manière, qui présente le développement du système sanitaire en Chine. Mais après, aujourd'hui, quand on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont âgées, aujourd'hui, en fait, pour vous dire un chiffre, aujourd'hui, le pourcentage des personnes, des Chinois qui ont plus de 60 ans, ça représente à peu près 18% en Chine. Donc 18%, c'est un chiffre qui est aussi en train de monter au fil des ans avec les politiques qui ont été prises en Chine à l'époque sur la population. Donc la Chine est aujourd'hui réellement une société qui est en train de vieillir et qui est fortement impactée par le vieillissement. Voilà, c'est assez intéressant ce que vous dites. On peut parler quand même d'un paradoxe parce que si on considère l'évolution économique de la Chine, le développement fulgurant sur ces 20-30 dernières années, la fin de cette politique de l'enfant unique, comment expliquer ce vieillissement précoce de la population et la réticence des jeunes à faire des enfants? Oui, alors d'abord, on peut constater qu'il y a, par exemple en Chine, surtout dans une vingtaine de villes qui sont quand même très fortes en développement économique en Chine, nous avons vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont des personnes âgées. En effet, le pourcentage des personnes de plus de 60 ans, eh bien aujourd'hui, représente à peu près 23%. Ça veut dire qu'en fait, 1 sur 5, si vous comptez le nombre de la population, 1 sur 5, ils sont plus âgés. Ils sont donc des personnes âgées. Donc là, effectivement, la société doit y accorder plus d'attention dans la prise en charge de ces personnes âgées. C'est la première des choses. Et puis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réticence? D'abord, il y a de plus en plus de personnes qui ont dépassé le seuil de 60 ans. Donc, en fait, ils sont considérés comme des personnes âgées. Et en même temps, vous avez des jeunes qui ont beaucoup de pression, qui ont beaucoup de stress pour gagner de l'argent. Donc pour eux, selon eux, élever un enfant, ça coûte bien trop cher. Quand les enfants, quand ils sont dans l'école maternelle, quand ils sont dans l'école primaire, voilà, donc surtout dans les grandes villes, les jeunes ne sont pas prêts à avoir les enfants tout de suite. Et puis surtout en Chine aussi, nous avons constaté, il y a aussi une tendance de mieux éduquer. Après, je veux dire que c'est aussi un facteur qui a contribué largement aussi au développement de la Chine, au développement économique de la Chine, c'est que il y a de plus en plus de Chinois qui choisissent d'aller poursuivre leurs études à l'université et après de continuer de faire un master. Donc là, pour la plupart des Chinois, quand ils auront fini les études à l'université en licence, ils auront à peu près 22 ans, 23 ans pour entrer sur le marché de travail. Et puis, pour l'autre partie, pour ceux qui souhaitent encore prolonger leurs études, une fois qu'ils sont sur le marché de travail, ils auront déjà 26 ans, 27 ans. Et après, ils vont chercher un copain, le mariage, tout ça, ça prendrait du temps. Donc ça veut dire que surtout les Chinois dans les grandes villes, ils vont peut-être se marier aux alentours de 30 ans ou 35 ans. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas comme ça, il y a de plus en plus de phénomènes comme ça, que ce soit pour les garçons ou les filles. C'est que les gens aujourd'hui, surtout dans les villes qui sont au bord de la mer, les villes là où se trouve un meilleur développement économique, eh bien, en effet, nous avons donc de plus en plus de jeunes qui mettent du temps, qui mettent plus de temps à trouver un compagnon, puis à se marier. Donc voilà, ça c'est le premier effet. Et puis le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, la vie coûte bien plus cher. Bon, il y a aussi des politiques qui incitent
les Chinois qui encouragent les Chinois à avoir plus d'enfants. Avant, c'était l'enfant unique. Maintenant, c'est 2 enfants, c'est encouragé, voire 3, c'est encouragé. Euh, mais il faut toujours, du côté de l'économie, il faut toujours qu'il y ait encore plus euh, un coup de pouce, je peux dire. Nous avons peut-être besoin de plus de coups de pouce incitateurs euh, politiques et économiques pour encourager les jeunes à avoir des enfants. Alors, ah d'accord. Donc, si je comprends bien, la réticence est autant économique que consubstantielle au développement de la Chine. Bon, alors, en termes de passerelle entre cette expérience chinoise et des pays comme le nôtre en termes de coopération dans le domaine de la santé, on sait que pendant la période du Covid, le Bénin a pu bénéficier d'une réelle assistance de la Chine. Comment évaluez-vous la coopération de ce côté-là? Alors la coopération entre le Bénin et la Chine, euh, ça ne date pas depuis hier, ça Oui, date c'est une de très vieille longtemps. relation. Oui, c'est une vieille Une relation. relation de 40 ans entre la Chine et le Bénin. Et en effet, aujourd'hui, la coopération ne se limite pas uniquement en présentiel, aussi en ligne. Par exemple, à Ningxia, dans l'ouest de la Chine, il y a un laboratoire qui est dédié pour des consultations en ligne pour le public béninois, pour des patients béninois, pour qu'on puisse les mettre en lien avec des médecins chinois. Voilà, il y a aussi ce genre de nouveaux essais qui sont en train de se dérouler, qui sont en train d'être mis en place. Et après, surtout durant cette période de Covid-19, la Chine a donc envoyé beaucoup de masques et Les vaccins. pour les vaccins pour les Béninois. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment eu un impact ou le nombre de Béninois qui ont reçu le vaccin chinois. Du côté de la Chine, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai mentionné le développement de la coopération entre la Chine et le Bénin au niveau de la médecine. En Chine, par exemple, il y a aussi la médecine chinoise qui est très à la mode en ce moment et qui a eu beaucoup de soutien public aujourd'hui. Donc, la médecine chinoise, ça pourrait aussi être un côté intéressant. Et surtout après la Covid-19, après l'apparition de la Covid-19, l'épidémie, quand ça a commencé à sévir en Chine, au début, par exemple, une concoction avec des plantes et les herbes chinoises étaient devenues à la mode en Chine. Euh, donc, basée sur la médecine chinoise. Donc, la médecine chinoise, c'est aussi une pratique, en effet, en regardant votre apparence, Ouais. en prenant votre pouls et en vous auscultant. Et après, les médecins vont vous dire ce qui vous est arrivé et ce qu'il faut faire dans la vie pour prévenir des maladies. Donc, la plupart du temps, la médecine chinoise est très fortement utilisée dans la culture chinoise. Et en même temps, la médecine chinoise est aussi une bonne philosophie pour se prévenir des maladies avant que ça apparaisse. Voilà. Justement, en restant sur le cas de la COVID-19, est-ce que la Chine en a réellement fini avec cette pandémie ou il subsiste quelques cas ici et là? C'est toujours la politique dynamique zéro Covid, ça n'a pas été changé depuis 3 ans déjà. Donc la politique zéro Covid, ça consiste justement à dire à partir du moment où vous avez un endroit qui est touché par l'épidémie de Covid-19, dans ce cas-là, il faut d'abord faire des contrôles et des restrictions ciblées de cet endroit-là. Aujourd'hui, la Chine, par exemple, là, depuis une semaine, d'ici et là, à peu près dans une vingtaine de villes, nous avons reporté à nouveau. Il y a quelques cas qui ont été signalés dans différentes villes chinoises. Et donc, à partir du moment où vous avez un cas dans un endroit, et bien tout de suite, c'est l'isolement, par exemple, de ce quartier ou l'isolement de cet immeuble. Voilà. Donc, ça consiste à ça, en fait, la politique zéro Covid. C'est-à-dire que le but, c'est zéro Covid à partir du moment où il y a un cas ou de divers cas qui sont apparus dans différentes villes. Dans ce cas-là, c'est toujours mise en quarantaine. Et puis, pour ceux qui sont, par exemple, les cas en contact, c'est aussi la quarantaine pendant à peu près 7 jours. Par exemple, de mon côté, en parlant de ma propre expérience,
expérience. J'ai été demandé à me mettre en quarantaine chez moi pendant 2 semaines parce qu'il y a eu un cas de Covid-19 à côté de mon immeuble. Voilà, donc c'est la politique principale qui est encore aujourd'hui appliquée à toute la Chine. L'idée, c'est d'éteindre et de minimiser au maximum l'impact de la Covid-19 en Chine, aussi surtout pour les sous-variants, par exemple les variants de Omicron qui sont très contagieux en Chine. Et le but, c'est effectivement de protéger la santé des personnes âgées. Tout à l'heure, nous avons parlé surtout de la prise en charge des personnes âgées, aussi le vieillissement de la société chinoise. À partir du moment où vous avez plus de personnes âgées en Chine, d'abord c'est une grande charge, c'est aussi un grand défi pour le système sanitaire et le système médical en Chine de prendre en charge de ces personnes-là et puis de leur une meilleure qualité de vie. Et après, la deuxième chose la plus importante, c'est que de minimiser au maximum l'impact de la Covid-19 sur les personnes âgées en Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Chine, quand on regarde le développement économique et la santé du peuple, en effet, il y a toujours ce deux côtés. C'est toujours un couteau à double tranchant à partir du moment où il faut toujours trouver en effet ce point d'équilibre entre le développement de l'économie et la démographie. Et la démographie, la sécurité des personnes âgées quand on est devant l'épidémie de Covid-19. Donc pour le moment, ça fait déjà 2 ans que la Chine suit strictement cette politique de zéro Covid et de suivre strictement cette politique de la quarantaine. Donc, par exemple, s'il y a un cas à Shanghai et que la personne souhaite, par exemple, de se déplacer à Beijing, eh bien, il faut donc, par exemple, les QR codes, comme je vous ai parlé avant une fois. À chaque endroit, vous avez les QR codes qui vont enregistrer d'abord est-ce que vous avez été vacciné, est-ce que vous avez reçu le test Covid-19 sous les 3 jours. Et après, c'est uniquement avec ce genre de QR code que vous pouvez entrer dans les espaces publics, par exemple dans les bâtiments, dans les jardins publics. Donc, aujourd'hui, quand vous circulez en Chine partout, on vous demanderait d'avoir ce QR code partout en Chine. Donc, c'est quelque chose de très contrôlé et en même temps qui a été, avec les outils de mégadonnées, avec les outils numériques pour d'abord, en scannant ce QR code, eh bien, les gens, les autorités et les personnes, les responsables des endroits publics et privés auront, par exemple, l'information de votre trajet. Et donc, c'est quelque chose de très efficace aussi dans la gestion de la Covid-19 en Chine pour prévenir la propagation de la Covid-19 et finalement pour assurer une bonne santé, pour protéger les personnes âgées de plus de 60 ans, protéger leur santé psychologique. Voilà, des outils pour la traçabilité de ce virus. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire à l'heure de Pékin. Aujourd'hui, nous allons parler santé, l'industrie de la santé de l'autre côté de la Chine et voir, si possible, les passerelles qu'il peut y avoir entre la République populaire de Chine et le Bénin. Nous allons parler donc santé, vieillissement, industrie et nous allons nous mettre pour ce faire en relation avec notre consoeur de CGTN français, Chang Chonghui. Chang Chonghui, bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va depuis Beijing. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire un point sur le développement du système sanitaire en Chine depuis 10 ans. Et ça sera peut-être aussi quelque chose intéressant pour notre public béninois de voir la coopération entre la Chine et le Bénin et aussi d'apprendre plus sur le développement sanitaire en Chine.
Voilà. Alors, concrètement, sur ces 10 dernières années, quels ont été les gains nets et significatifs du développement de ce secteur en Chine? Mm. Alors, si on regarde simplement un chiffre tout simple, là, qui est l'âge de l'espérance de vie en Chine, en effet, en 10 ans, une espèce de 10 ans, nous avons passé de 74 ans à 78 ans. Donc, en fait, c'est 4 ans de plus de gains pendant 10 ans. En fait, c'est une manière aussi d'une certaine manière, qui présente le développement du système sanitaire en Chine. Mais après, aujourd'hui, quand on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont âgées,